Salut les marques et les smarts, vous écoutez Catch Up, le podcast qui résume, commente et analyse les différentes émissions de la WWE. Alors ce soir nous parlons du Raw du 11 septembre 2017, celui de cette semaine. Je suis Raphaël, vous m'avez sûrement reconnu, avec un t-shirt hommage aussi, puisque c'est une journée d'hommage. Et je suis accompagné, pour ceux qui ont la vidéo, vous le voyez peut-être déjà, et il est prêt à en découdre. Il s'agit de l'amiral Armbar. Comment vas-tu, camarade ? Salut Raphaël, ça va très bien. Très bien, effectivement, journée hommage le 11 septembre. On sait comme la VVE est assez patriotique, donc on aura droit à quelques évocations au 11 septembre fatidique. Mais voilà, on s'intéresse plus à la guerre dans le ring que la guerre en dehors. Très bonne formule, oui, tout à fait. Effectivement, on commence par ça. Alors, j'ai oublié bêtement de noter la ville où se trouvait le show. Alors, c'est à Anaheim, en Californie. C'est une petite ville pas loin de Los Angeles. Anaheim, alors, très bien. Comme tu l'as décrit, on a commencé le show par une petite minute de silence au 11 septembre. J'avoue que moi-même, j'ai eu une petite seconde, je comprenais pas trop pourquoi, j'avais oublié quel jour on était. Donc, bon, minute de silence en hommage à l'attentat qui a eu lieu en 2001. Et ce silence est très vite interrompu par une bronca monumentale puisque c'est Roman Reigns qui ouvre la soirée. Donc, comme à son habitude, il se fait huer. Son entrée est suivie d'une nouvelle petite minute de silence puisque c'est Jason Jordan, son adversaire du soir, et on sait bien que Jason Jordan, pour le moment, déclenche pas beaucoup de bruit. S'ensuit un match, donc je pense que ceux qui suivent la WWE ont compris, Roman Reigns il est un peu en feud avec John Cena, même totalement. Comme John Cena a affronté Jason Jordan la semaine dernière, on a la même dans presque tous les cas de figure, puisque le match ouvre le show, il est assez long, il est très équilibré. Roman Reigns a beaucoup de mal contre Jason Jordan, qui est assez spectaculaire, qui déroule un catch beaucoup plus intéressant, j'ai trouvé, que la semaine d'avant. Il y a beaucoup moins de temps au sol, il y a beaucoup moins de temps mort. Il y a notamment une superbe double souplesse enchaînée, là, Jason Jordan qui arrive à porter une souplesse, à reprendre son adversaire et à en reporter une deuxième. Mais on est en weekly, Jason Jordan n'a pas spécialement de feud actuellement, donc forcément, il perd, comme on pouvait s'y attendre. Dans les coulisses, il y a John Cena qui regardait tout ça sur un écran. Et il est interrogé par la belle Charlie Caruso, très très belle ce soir, Ringside devait être content, qui lui demande s'il a des choses à dire sur le match de ce soir. Et John Cena dit oui, j'ai des choses à dire, mais je vais aller le dire indirectement sur le ring à Roman Reigns. Donc exactement comme la semaine dernière, le deuxième de la feud vient parler, celui qui vient de se battre, et John Cena il dit attention, Roman Reigns, la semaine dernière tu me disais que j'ai mis 25 minutes avant d'affronter un rookie et j'ai eu beaucoup de mal à le battre. Style donc tu viens de faire la même. Ça se clash facilement. Alors Roman Reigns, il a un peu de mal à trouver des clashs pertinents. Et c'est assez facile ce qu'il dit. Il dit ouais, mais bon, tu vois, moi je viens de faire un grand match. Toi, tu sais pas ce que c'est de faire un grand match. Bon, c'est un peu facile. Alors que le mec s'appelle Big Match John, quoi. Ouais, ça fait assez, de toute façon, bon, je vais pas tout détailler dans le discours, ça fait un peu cours d'école leur clash, surtout Roman Reigns qui dit un peu ce qu'a dit le Miz il y a quelques mois, AJ Styles aussi, c'est un peu toujours la même chose qui revient contre John Cena. Ce que John Cena avait dit la semaine dernière, c'est que Roman Reigns, ou même la semaine d'avant, je sais plus, dit les mêmes trucs que énormément de gens, voire tous les heels qui se sont frités à un moment donné un jour contre John Cena, ont rabâché année après année, et sauf qu'il y a des gens qui l'ont dit avec plus de brio que Roman Reigns, c'est bien ça le problème. C'est pas original et c'est mal fait. C'est ça. Donc pour résumer, si vous n'avez pas vu, en gros, il dit que maintenant la WWE a plus besoin de John Cena, mais que John Cena il a besoin de la WWE parce que John Cena n'arrive pas à faire carrière à Hollywood. Moi, ça m'a rappelé, les segments du Miz qui imitait John Cena il y a quelques mois, mais effectivement, c'était bien mieux. Cena, lui, il y va plus franco puisqu'il termine carrément sa punchline par dire que John Cena, il sera pour Roman Reigns l'équivalent d'un test antidopage, c'est-à-dire qu'il ne réussira pas à le passer. Donc on continue sur ce genre de termes. Alors qu'as-tu pensé, toi, l'amiral, d'abord du match et de cette feud qui pousse un peu le dialogue assez fort? Alors le match, très logiquement, on avait effectivement après un John Cena, Jason Jordan contre Roman Reigns, ça c'est assez logique. Le match en lui-même, je l'ai pas trouvé spécialement intéressant, c'est pas vraiment ce qui est intéressant dans tout ça. Il est pas mal, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu en attendant de trouver une vraie rivalité. Jason Jordan, quand même mine de rien, en 2 semaines, il se frite contre John Cena, il se bat contre Roman Reigns, qui sont deux top
méga star du roster. Il fait des matchs plutôt honorables. C'est-à-dire qu'il n'est pas squashé en 3 minutes, comme tu disais, c'est assez long. Oui. Donc mine de rien, dans tout ça, il la ramène pas, il fait pas de promo, mais Jason Jordan se fait installer au fur et à mesure comme étant effectivement un catcheur sérieux dans le ring. Et c'est vrai qu'il délivre des matchs qui sont plutôt plaisants avec son background de wrestling amateur, donc de wrestling de catch académique. Donc là, ça marche plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est pas vraiment ça qui captive notre attention. C'est le 3e épisode. Roman Reigns se fait détruire en promo par John Cena dans un ring. Puisque c'est un peu ça, comme tu l'as dit, Roman Reigns manque de vraies punchlines. John Cena exprime finalement ce que pense, on en parlait déjà les autres semaines, ce que pense une partie de l'audience de la WWE. Donc du coup, le public est avec lui. Quand John Cena lâche quelque chose contre Roman Reigns, ça fait un peu un effet d'une bombe, puisque du coup, c'est vrai. Alors ce que dit Reigns à John Cena, c'est pas forcément vrai. C'est très contestable, le fait que Pas du tout, oui, même. voilà, et qui disent oui, la WWE n'a pas besoin de toi, je vends des tickets comme t'en as pas vendu, etc. Ouais, on a du mal à le croire. Quand il dit oui, en 2 ans j'ai fait plus de matchs que toi en 10 ans. Pareil, c'est super contestable. Donc ça marche pas. Et la seule chose qui lâche vraiment, c'est quand il appelle bitch ass, je sais plus quoi. Enfin, il donne de l'insulte. Donc c'est un positionnement assez heel finalement, et il se fait tailler un costard semaine après semaine. Et là, cette semaine, le seul moment où il a essayé un peu de briller, c'est de dire que John Cena restait à la WWE parce qu'il n'avait pas à avoir une carrière à Hollywood, passer au cinéma, et que Roman Reigns il peut l'aider parce qu'il connaît un mec, à savoir le Rock, son cousin. Oui, ça, j'avais oublié ce passage. C'est minable, on s'en fout, on est dans le catch. Donc finalement, si le seul truc qu'il a à dire à John Cena, c'est ouais, tu fais moins de bons matchs que moi, tu fais moins d'entrées que moi, et en plus tu n'arrives pas à aller au cinéma. On n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est le catch. Et dans le catch, encore une fois, la promo, comme il a fini John Cena en parlant de ce côté de test anti-drogue, c'était assez hardcore, j'ai trouvé. C'était peut-être un peu too much pour John Cena, puisque pour ceux qui ne sauraient pas, Roman Reigns était suspendu à un moment donné parce qu'il n'avait pas réussi un test antidopage. Donc moi je trouvais que c'était un peu aller over the top, puisque du coup ceux qui connaissent, qui s'intéressent un peu au dirt shit, ce qui se passe dans les coulisses du catch, savaient que Roman Reigns a été suspendu. Mais après, pour tous ceux qui n'en regardent pas ces news-là, ils vont se dire comment ça, c'est quoi cette histoire. Ils vont les regarder sur internet et ils vont retrouver finalement l'annonce de la WWE faite à l'époque sur leur site, comme quoi Roman Reigns avait échoué le test antidrogue. Donc ouais, ça me paraît un peu extrême comme punchline. C'est un peu le créneau enfin c'est un peu la gimmick de la rivalité, semaine après semaine. John Cena il dit tout ce que oui, on dirait qu'il est là juste pour faire plaisir au smart, et puis ça fait très pipe bomb, quoi. Ça fait très clash de rappeurs. Là, on a l'impression qu'il lâche son micro. Qu'il lâche le micro. Mais là, je trouvais que sur ce côté du test antidopage, c'était assez étrange, parce que malgré qu'il ait pourfendu Reigns ces 2 dernières semaines, tu te dis, ok, c'est 2 gars qui ont une rivalité, ils se balancent, ils se font du trash talk, c'est normal. C'est normal. Il y en a un qui est très bon, un qu'on trouve moins bon, mais ça reste, si tu veux, des coups au-dessus de la ceinture. Ils y vont fort, ils y vont avec hargne, mais ça reste au-dessus de la ceinture. Là, le coup du dopage, comment tu veux que Roman Reigns soit considéré par un public jeune, un public familial, comme étant un modèle, un role model, donc un face, parce qu'un top babyface doit être un role model comme John Cena. Comment tu veux qu'il continue à être vu comme ça par cette audience qui aujourd'hui plutôt applaudissent Reigns quand il arrive, C'est plus les enfants et les familles qui sont avec Reigns, contrairement aux mecs adultes qui sont plutôt effectivement les smart ou le public de fans d'internet. Là, ils vont se poser la question, c'est quoi cette histoire de test de drogue? Ils vont regarder, ils vont voir que c'est vrai. De suite, la crédibilité elle prend un grand coup. Je trouve que c'est pas protégé le côté face de Reigns que de parler de ça en Wiki à Raw. La seule solution, enfin la seule alternative logique, que ce soit au niveau de ce que lui envoie Cena et ce que lui-même dit Reigns, qui est pas pertinent, c'est que, ou alors on considère maintenant que Roman Reigns est un heel, puisqu'effectivement il dit les mêmes choses que le Miz ou AJ Styles il y a quelques mois. Ouais, c'est pas impossible. L'air, le public, on l'a vu, suite à cette punchline, quand Cena dit balance cette bombe-là, elle se casse, il y avait une espèce de malaise. On en parlait déjà il y a 2 semaines, un peu le malaise de la première promo entre les deux. Là, il y avait aussi un malaise de genre, wow,
Ça va très dur. Donc c'est quoi la prochaine étape? La semaine prochaine, il y a Roman Reigns qui va commencer à bitcher sur, je sais pas, sur la femme de John Cena, sur Nikki Bella. Enfin, On verra la semaine prochaine. Ouais. Pour le moment, on va en rester là sur ce segment. On va quand même avancer un peu dans le show, mais c'est vrai que c'était un très gros moment dès l'entrée. Bon, on passe sur un cran un peu moins intéressant, on va dire. Un deuxième match de la soirée, c'est un match féminin. C'est Sasha Banks qui affronte Emma. Rappelons que ces deux-là vont concourir dans un match à 4 pour le titre féminin à No Mercy. Dans l'équation, il y a aussi la championne Alexa Bliss qui est au commentaire, qui est la déesse bien sûr, et elle est vite rejointe au commentaire par la quatrième de l'équation, Nia Jax. Donc les deux au commentaire se regardent poliment et un silence un peu gêné. Sur le ring, bon, c'est assez court, le match entre Emma et Sasha Banks. Emma est pas non plus squatchée, hein, elle gagne de plus en plus en prestance, elle gagne un peu de corps dans son personnage, elle a le temps d'envoyer quelques closest lines, elle prend un peu le dessus à des moments, mais c'est quand même très rapide, peut-être un peu trop rapide. Sasha Banks très vite place un back statement et l'emporte. Et au final, bien qu'il y ait les 4 là autour du ring, il se passe pas grand-chose de plus, donc le segment en finit là. J'enchaîne directement avec ce qui s'est passé, on va en plier pour les filles si tu es d'accord. Donc un peu plus tard dans la soirée, il y a quand même un grand événement qui nous est annoncé puisque Asuka is coming. Donc Asuka, la championne NXT invaincue, donc qui va être la deuxième championne NXT invaincue après Paige a gagné le main roster. Et du coup, on a confirmation a priori que ça va être pour Raw. Et eh bien, on voit Alexa Bliss et Nia Jax qui apprennent la nouvelle en coulisses en regardant l'écran. Bon, ensuite, Alexa Bliss, elle essaye encore une fois de gagner l'amitié de Nia Jax en lui disant que c'est sa meilleure copine, que ça devrait être juste elle et elle pour le match pour la ceinture et que les deux autres n'ont pas leur place. Mais Nia Jax, elle se fait plus avoir. Elle dit clairement, écoute, je suis pas ta meilleure amie, mais par contre, si tu tiens tant que ça à ce qu'on soit l'une contre l'autre, eh ben, sois heureuse puisque ça sera la semaine prochaine. Donc, il y aura un match Alexa Bliss versus Nia Jax, visiblement pas pour le titre, histoire de faire avancer un peu la rivalité. Alors, que penses-tu de ce qui se passe chez les filles pour le moment, Amiral, même si je sais que tu attends beaucoup de la venue d'Asuka? Alors, en ce qui concerne le match d'Emma, je suis pas forcément d'accord avec toi sur le fait que Emma gagne en prestance, hein, que tu dis elle a passé quelques cordes à linge, super, qui est le move le plus basique du catch. D'ailleurs, c'est quoi le finisher d'Emma? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Non, c'est pour dire à quel point qu'elle est sous-utilisée dans les matchs. Je pense que de toute manière, ce qui est certain, c'est qu'elle a été mise dans ce match maintenant à 4 pour No Mercy afin de prendre le tombé, quoi. C'est évident. Même si le match n'était pas ridiculeusement court, il était pas à la hauteur de ce que devrait être un match un peu sérieux entre Sasha Banks et Emma. Donc je pense que clairement, Emma va être celle qui va prendre le tombé ou qui va abandonner à No Mercy. Ça me paraît évident. Voilà, après ce soir il s'est pas passé grand chose. Après bien sûr l'annonce, la vraie chose entertaining de ce Raw pour les filles, l'annonce d'Asuka, c'est très bien, hein. Donc Asuka qui comme Paige effectivement n'a jamais été vaincue à NXT, sauf qu'elle est restée quasiment 2 fois plus longtemps championne à NXT que Paige, donc un pedigree encore plus gros. Elle est blessée actuellement, hein, la clavicule, donc elle va pas arriver de suite. Mais bon, c'est une bonne nouvelle, quoi qu'il en soit. On en parlait la semaine dernière sur Supplément SmackDown. On se demandait où est-ce qu'Asuka allait aller au SmackDown. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va rapporter quelque chose à la division féminine de la brand où elle va aller. C'est à Raw. Bon, ben très bien. Maintenant, j'espère qu'ils vont bien gérer le personnage et son arrivée dans le main roster, et qu'ils vont faire ça pas forcément, comment dire, cash, dans ce sens elle arrive, elle démonte tout le monde, elle prend un title shot, elle gagne le titre et le garde pendant 2 ans et demi. Ça me déplairait pas forcément, mais ce serait pas forcément le truc le plus intéressant à faire. Donc voilà, je suis excité par son arrivée, mais encore à la fois un peu frileux en ayant vu le traitement de Bobby Roode à SmackDown, en me disant j'espère qu'ils vont avoir quelques idées quand même sympas pour son personnage. Donc on verra. Mais dans tous les cas, ça va ramener de la compétition dans le ring, ça c'est évident. Ça serait dommage qu'elle arrive et qu'elle se fade des jobbers pendant 3 mois, mais en tout cas, c'est possible. Mais ça serait dommage, et le fait qu'il fasse un traitement à la Paige aussi, qui gagne le titre son premier soir, ça serait aussi quelque part presque dommage.
Voilà, Ouais. faut qu'ils aient une vraie idée en fait, une vraie idée un peu nouvelle, je pense, pour introduire ce personnage qui en plus est pas forcément évident parce que bon, bah c'est une japonaise, comme beaucoup de japonais, pas tous, mais ceux à WWE, hein, comme Shinsuke Nakamura, les promos en anglais c'est pas trop ça. Donc pour planter le personnage, il faut mettre du décorum, faut faire de la scénographie, il faut faire quelque chose pour que le public comprenne qui est Asuka et qu'elle soit utilisée à son meilleur escient. Tout à fait. Alors une solution, ça serait peut-être de lui rattacher un manager, un présentateur, quelqu'un du genre, et ça me permet une transition pour la suite, puisque de suite arrive sur le ring le meilleur promoteur de l'histoire du catch peut-être. Vous aurez sûrement reconnu Paul Heyman, qui est accompagné de Brock Lesnar. Décidément, Brock Lesnar, ces temps-ci, il est là quasiment à tous les Raws. Bon, on connaît le schéma classique, hein. Lesnar est debout au milieu du ring, il sautille, il roule des épaules, et pendant ce temps, Paul Heyman nous tape une promo de 10 minutes. Alors ce coup-ci, il angle son discours sur le côté que finalement, pour une fois depuis très longtemps, Brock Lesnar est plutôt dans la position du challenger, on le voit plutôt perdre, hein. Les augures lui sont défavorables, il est face à un mec qui est plus grand que lui, qui est plus fort que lui. Et ce Strowman, il rappelle beaucoup un certain Next Big Thing d'il y a quelques années, qui débarquait pour défoncer The Rock, Big Show et tous les autres. Donc il fait un parallèle, voilà, avec le jeune Brock Lesnar. Mais quand même, Braun Strowman, s'il veut gagner, il n'a pas seulement besoin d'être le plus fort et le plus grand, il faut aussi qu'il soit le plus baddest, donc le plus méchant. Et le plus méchant à l'heure actuelle, c'est Brock Lesnar. Et Brock Lesnar, il est toujours prêt. Voilà, l'amiral nous fait, pour ceux qui ont la vidéo, une très belle tête de méchant. Ah non, c'est son allure naturelle, nous dit-il. Donc Brock Lesnar, il est prêt. Lui, il est prêt à se battre. Et d'ailleurs, Paul Heyman le regarde dans les yeux et lui dit « Are you ready? 1, 2, 3 » et ils appellent officiellement Strowman à venir sur le ring pour en découdre. Alors je comprends pas trop la stratégie puisque Braun Strowman arrive, il répond à l'invitation et en quelques minutes il vient défoncer Brock Lesnar. Alors il prend quand même une souplesse au passage mais ça dure pas très longtemps, il envoie des grands coups de genoux, des grands coups de poing, des grands coups de latte, quelques power slams et voilà, le champion universel est étendu de tout son long. Braun Strowman porte la ceinture, la foule visiblement est très contente et à fond derrière Braun et Paul Heyman se lamente et se tient le visage. Et il me semble qu'on a déjà vu ça 1 ou 2 voire 3 fois ces dernières semaines. Alors là c'est vraiment du booking à sens unique. Qu'est-ce qu'on en déduit, Amiral ? Bah, c'est sûr qu'il monte Braun Strowman extrêmement fort, hein. Ça fait longtemps qu'il est sur une courbe ascendante dans son aura de puissance au sein du roster. Il continue vers ça même en le faisant se frotter contre leur méga star actuel, Brock Lesnar. Donc ouais, c'est assez étonnant. Surprenant, on n'avait pas vu Brock aussi défait, aussi en faiblesse depuis finalement sa petite feud que j'avais pas aimé personnellement contre Goldberg. Ouais, là c'est systématique, hein, il mange cher à chaque euro. Hein. Là vraiment, c'était assez implacable cette semaine. Donc encore une très bonne promo de Heyman évidemment, hein, mais derrière, une fois qu'il y avait les deux dans le ring, il n'y en avait que pour Braun Strowman. D'ailleurs, Braun Strowman quand il se prend la souplesse, retombe directement ou se remet sur ses pieds ultra rapidement et reva au contact de Brock Lesnar, genre ta souplesse elle m'a rien fait. Donc tu peux m'amener à Suplex City Beach mais c'est toi qui va être par terre à la fin. Donc non, assez impressionnant vu comme c'est booké et difficile à se dire que le match va pas forcément être très disputé. Je pense que ça va être un très 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 gros match et du coup moi j'ai de plus en plus hâte. Ça marche. En tout cas pour moi ça marche, j'ai vraiment envie de voir ce match et de les voir combattre, pas forcément très longtemps parce que des matchs de ce gabarit là de 20-25 minutes c'est peut-être un peu compliqué, mais j'ai envie de voir un truc avec effectivement énormément de power move. C'est un power match qui est très bien monté pour l'instant, qui est très bien vendu. Bref, moi je suis plutôt content de ce développement. Mais alors est-ce qu'avec tout ça, c'est pas un peu trop à sens unique et enfin, il reste encore 2-3 semaines, je pense, avec No Mercy, 2 semaines, je crois. Et là, pour le moment, on va vers une issue qui apparaît totalement évidente. Est-ce que ça serait pas trop facile ? Alors, je suis pas d'accord dans le sens où Braun Strowman est en train d'être présenté comme étant le monstre, hein, c'est son nickname, le monstre qui est même plus fort et plus rageux, on va dire, que la bête Brock Lesnar. C'est le placement qu'il est en train de se faire.
ça me va. Brock Lesnar, c'est pas juste une montagne de muscles. Brock Lesnar, c'est aussi un combattant, un technicien. Il a la prise de soumission. Braun Strowman, il a pas de prise de soumission vraiment attitrée, alors que oui, c'est un gladiateur, Brock Lesnar. Alors que Brock Lesnar, lui, il en a. Il a fait du Ultimate Fighting, du mémé. Donc du coup, je pense dans un contexte de match et pas juste on met sur un ring puis on se tape dessus, on voit qui est par terre à la fin du segment. Mais non. Qui va abandonner? Qui va être suffisamment longtemps à terre, dominé par l'autre pour que l'arbitre compte 1, 2, 3? Je pense pas que ce soit forcément le plus fort. On a eu plein de fois des combats où on avait des gens clairement plus forts qui ont perdu contre des gens plus techniciens ou plus agiles. Je pense que là, ce qui est intéressant dans ce schéma, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Brock Lesnar comme étant pas forcément l'homme fort, le bourrin, le balèze du match. Et peut-être qu'ils vont capitaliser sur le côté, encore une fois, plus technique qu'a Brock Lesnar, que peut avoir Brock Lesnar face à Braun Strowman. Et je trouve que c'est un positionnement qui est légèrement différent de tout ce qu'on a vu Brock Lesnar depuis longtemps. Donc du coup, c'est un peu nouveau, c'est un peu intéressant. C'est intéressant. Alors moi, sur la promo de Heyman, quand il a parlé du parallèle avec le Lesnar du début, m'est venue une hypothèse, parce que le Lesnar du début, il a été assez rapidement trahi justement par Paul Heyman, qui s'était plutôt retourné vers le Big Show. Est-ce qu'on peut imaginer un changement de Paul Heyman Guy si Lesnar part en pause quelque temps? C'est possible, hein, j'y ai pas pensé, c'est intéressant, c'est possible parce que tout est possible à la WWE, hein, c'est ça qui fait les plus grands heel turns ou face turns, c'est qu'on l'imaginait pas, ou c'est ce qui est le plus choquant. Par contre, ce qui est compliqué, c'est Brock Lesnar sans Paul Heyman au micro, même si c'est pour faire une pause, un hiatus de 1 an ou je ne sais quoi. Compliqué. Donc et puis Braun Strowman s'en sort bien sans ce qu'on appelle un mouthpiece. C'est vrai. Paul Heyman, c'est un mouthpiece, c'est celui qui parle à la place. Braun Strowman s'en sort bien, donc il n'a pas nécessairement besoin. Il pourrait bénéficier de quelqu'un comme Asuka, par exemple, comme tu le disais, en fait la transition des segments, ça marcherait bien. Mais Braun Strowman, il marche bien pour l'instant, donc je le vois pas en train de se parader avec un Paul Heyman à côté, quoi. Braun Strowman, faut vraiment qu'il reste ce côté un peu monstrueux, monstre de la jungle, une espèce de yeti qui sort de sa grotte pour venir démonter des gueules sur les rings de catch, quoi. Ouais, mais bon, au tout début, quand il est arrivé, Braun Strowman, il était avec quelqu'un. Oui. Et ce quelqu'un, on en parle de suite, on fait la transition, enfin, à moins que tu avais quelque chose à dire encore sur Lesnar. Non, ça me va. Ah, ça te va? Donc on transitionne puisque sur le ring arrive Goldust. Alors c'est pas lui, Goldust qui était avec Braun Strowman, c'est son adversaire du soir, et son adversaire du soir, vous l'aurez compris, il s'agit de Bray Wyatt. Bray Wyatt, il apparaît d'abord sur le Titantron et il dit à Goldust, je t'observe depuis longtemps, comme il dit à peu près à tous les mecs contre qui il feud. Donc il a que ça à faire. Il regarde le network toute la journée, il regarde les documentaires et les DVD sur les gars pour voilà. Ouais. Mais dans le bayou de Louisiane, du coup, il capte bien le network, visiblement. Il y a la fibre. Donc, il dit que Goldust, il le regarde depuis longtemps, mais que Goldust, c'est juste un homme qui cache son vrai visage derrière ses peintures, un petit peu comme Finn Balor, avec qui il est en feud actuellement. Donc, s'ensuit un match là aussi assez court. Goldust a quand même le temps de faire un spectaculaire saut suicidaire, un saut périlleux, je sais plus exactement le nom sur. C'était un Rolling Santon qui fait d'extérieur. Ouais, un Rolling Santon à l'extérieur, donc ça prouve que quand même le vieux est pas tout à fait pourri, mais il perd très vite. On sent qu'il est un peu rouillé quand même. On a l'impression qu'il laguait un petit peu, l'image laguait un petit peu. Ouais. Votre connexion elle est bien, c'est juste ses mouvements sont pas assez fluides, mais. Ouais, non, il saccade un peu. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on l'avait pas trop vu faire un vrai match. Bon, il perd très vite contre Bray Wyatt, logiquement. Sister Abigail, et Bray Wyatt n'en a pas fini. Il prend un petit torchon, une petite serviette, puisque visiblement il est propre, Bray Wyatt. Et il débarbouille complètement le visage de Goldust, donc il montre à la foule que Goldust n'est pas une sorte de divinité dorée, c'est juste un homme, et c'est humiliant, c'est très humiliant. Ouh là là. D'ailleurs, je sais pas ce que ça va donner, ça pourrait presque être un angle de retraite pour Goldust, ça aurait été intéressant. Et ça plaît pas du tout à Finn Balor, qui était en coulisses et qui lui aussi joué avec la peinture, donc il se précipite. Il sauve Goldust, Bray Wyatt, il s'enfuit et on en finit là avec Finn Balor qui vient sauver Goldust. Bon, ton opinion là-dessus, rapidement, je pense.
Je sais pas. Bon, est-ce que ça valait vraiment le coup de nous casser les couilles pendant des semaines avec le Broken Dream Production, avec sa espèce de FUD contre R-Truth, prenant chaque semaine 10 minutes Goddust pour le donner en pâture pendant 2 minutes dans un match complètement minable. Je sais pas. Après, à quoi ça va mener tout ça? Est-ce que ça va être un match peinture versus barbe entre Bray Wyatt et Finn Balor? Le gagnant, bah, soit si c'est Finn Balor qui gagne, il rase la barre de Bray Wyatt, soit si c'est Bray Wyatt qui gagne, bah, Finn Balor peut plus se peindre le visage. On comprend pas. Ouais. C'est incompréhensible cette feud. Pourquoi elle ne s'est pas arrêtée à la fin d'un dernier pay-per-view? Parce que la seule explication, c'est qu'ils ont rien de mieux à faire. Les scénaristes n'ont rien de mieux à faire avec ces gens-là. Mais sinon, ouais, y a rien dedans, quoi. C'est. Bon, bah écoute, on va passer. Alors moi, je suis pas. C'est les FUD effectivement où les mecs s'occupent, mais c'est un peu tout le temps le cas des FUD de Bray Wyatt. Hein, il se passe pas grand-chose de très intéressant. Ouais, mais à la limite, qui fudge juste parce qu'ils peuvent pas se piffrer et qu'ils ont un grief l'un envers l'autre. Ça va, c'est pas un problème. On a vu plein de fois ça dans le catch et c'est une des bases du catch. Mais là, c'est qu'ils essaient de trouver des espèces de justifications avec le oui, ce qu'a la peinture, machin, comme Finn Balor. Tu fais, mais vraiment? T'as que ça à faire, c'est ça ton combat, ta motivation, c'est d'enlever la peinture à tout le monde. Enfin, je sais pas, c'est très très moyen, quoi. Donc, qu'il nous fasse un bon match, et puis il n'y a pas vraiment besoin d'essayer de trouver des raisons à deux balles. Ouais, ils sont capables de faire un bon match, mais là, on va attendre sagement. Et on passe à la suite. Alors la suite, c'est la scène tag team, ce sont les équipes. Alors ça se met beaucoup sur la gueule ces dernières semaines entre équipes, même entre méchants. Du coup, Sheamus et Cesaro sont censés affronter Gallows et Anderson, ceux qu'on appelait auparavant le club. Donc avant le match, en interview, ils annoncent qu'ils ont plus d'estime pour Gallows et Anderson que pour Rollins et Ambrose, parce que au moins c'est une vraie équipe. Rollins et Ambrose, eux, ils sont aux commentaires pour ce match. Sauf que ce match n'aura pas du tout lieu. À peine Sheamus et Cesaro arrivent, ils se font tabasser sur le Titantron, ils se font attaquer par Rollins et Ambrose. Gallows et Anderson s'en mêlent, ça se met sur la gueule, et puis les gentils se mettent sur la gueule contre les méchants, et les méchants ensemble, bref, c'est le bordel, les arbitres interviennent, on arrête tout le monde retourne au vestiaire. Dans les vestiaires, quelques instants après, nous avons Kurt Angle, qui est quand même le GM, qui propose à Seth Rollins et Dean Ambrose d'affronter Sheamus et Cesaro et Gallows et Anderson, mais comme il peut pas mettre 2 contre 4, c'est pas très honnête, il leur propose de choisir des partenaires. Alors, qui ça peut être? Dean Ambrose propose d'aller à Disneyland pour aller chercher Mickey Mouse et Batman. Ils partent chercher en coulisses des partenaires. Kurt Angle, au passage, dit que Batman ferait un bon tag team partner avant de retourner sur son smartphone, puisque tous les GM sont très très connectés. Surtout lui, hein. Voilà, surtout lui. Donc je passe directement pour lever le suspense. Ils trouveront dans les coulisses assez rapidement le soutien des Hardy Boys. Et ce match à 4 contre 4 sera le main event du soir. Bon, je laisse le main event pour un peu plus tard. Est-ce que tu as déjà quelque chose à dire sur ce brawl et tout ça? Non, pas spécialement. Après, j'ai bien aimé la petite, effectivement, petit segment backstage avec Kurt Angle et ses petites phrases sur Batman. Je trouve que c'était rigolo. C'était voilà, rien. Ça mange pas de pain, mais c'était plutôt fun. Ça continue à dresser ce personnage de Kurt Angle un peu con, gentil, qu'on apprécie. Donc ça, j'ai plutôt bien apprécié. Après, oui, je trouve ça un peu con que. Oui, allons partir à la recherche d'une tag team de face qui pourrait nous aider à combattre ces méchants heels. Les mecs, il n'y a qu'une équipe qui correspond à ça, c'est les Hardy Boys, donc dire c'est. Ouais, non, ça c'était nul, mais sinon voilà, bon, pourquoi pas quoi. Oui, donc il n'y a pas eu trop de suspense. Non. Alors ça, on le garde pour le main event. Ouais. En attendant, la foule a le droit à un petit instant musical, puisque sur le ring, dans le noir, se dresse le beau Elias, qui ne s'appelle plus Samson. Donc du coup, il nous chante une très belle ballade, une chanson sur la ville, qui est une horrible ville dont tout le monde a envie de se barrer. Bon, comme à peu près toutes les villes où il passe. Elias, il n'aime pas trop voyager, visiblement. Non. Mais, ce qui est dommage pour un drifter, parce que normalement c'est Elias Samson, c'est drifter, et drifter c'est justement le vagabond, le mec qui voyage, mais il semble détester toutes les villes par lesquelles il passe. C'est peut-être pour ça qu'il en part à chaque fois et qu'il vagabonde, hein, sinon. Enfin bref, il est quand même.
Ouais, il est quand même interrompu par ce qui est, à mon avis, la pire musique actuellement à la WWE. Hein. C'est l'horrible musique de Kalisto, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps. Je pense que le mec qui a composé la musique de Callisto, c'est le même qui a composé la musique de TJ Perkins en fait. Parce que c'est ce même son de vieux jeux vidéo vintage dégueulasse. Ouais, Et d'ailleurs, il pas n'avait très- strictement aucune réaction quand Callisto Oui. arrive. Je crois que le public. Mais je crois qu'on se souvenait plus que c'était lui, quoi. Il y aurait eu Lucha Lucha, on aurait oublié qu'il y avait eu cette là entre temps. Oui, Bref. Donc s'ensuit un match entre les deux. Elias, on commence à comprendre son style. C'est pas très beau, c'est violent, c'est assez bourrin, c'est physique. Kalisto, en échange, il arrive à placer un peu d'attitude de luchador. de Lucha Things, comme il dirait. De Lucha Sings. Bon, c'est court, pas déplaisant. Moi, ça m'a rappelé un peu les affrontements justement de Kalisto contre Ryback. C'est un peu un style. Si, c'était pas mauvais. C'était juste avant que Ryback parte. Non, mais c'est des styles qui s'accordent à peu Ah oui? près. Le style, Non, mais- le style un peu bourrin crado qui ne sait pas faire grand chose que donner des coups contre le luchador qui du coup fait un peu boule de flipper. Mais bon, bah Ouais. forcément, encore une fois, je pense que Kalisto, il y a plus grand chose à construire dans son personnage, donc il perd et le drifter gagne et s'en va avec sa guitare sur le dos. Donc visiblement pas de plan pour lui, mais on construit son personnage et Ouais. ces intermèdes musicaux, moi je trouve ça réagit toujours vachement bien. Donc Oui. qu'en Non, penses-tu? le mec est sait faire ces quelques accords de guitare. Ils arrivent à faire effectivement un décorum autour qui va bien, toute la salle de noir avec que la lumière sur lui, le tabouret, tout ça. C'est pas mal. Il est en heel, donc du coup il trash talk à chaque fois le public. Ça reste de la cheap hit, hein, c'est vraiment facile. Hein. Forcément, t'es dans une ville, tu dis que c'est une ville de bouseux, tu vas avoir trois quarts des gens qui vont te huer. Oui, Donc tout le monde même. on reste sur. Bah non, il y aura des gens qui disent ouais t'as raison, ma vie elle est vraiment naze. Hein. Ouais. Je me casse, du moment que j'ai le permis que je me casse. Ah oui. Mais non mais. Le problème, c'est que bah, c'est super facile ce qu'ils font. Donc, et le mec est pas, comme on le disait encore, pas vraiment brillant dans le ring. Ce soir encore, ça allait parce qu'il y avait une telle différence de gabarit, de poids, qu'il a pu faire des portées assez intéressantes. À un moment donné, il y a Kalisto qui veut faire un Hurricane Rana, mais Elias le chope, l'interrompt et en fait une grosse powerbomb qui était assez impressionnante parce qu'il peut le lever très haut et le balancer très fort. Mais c'est vrai que quand on le met contre des compétiteurs un peu plus son gabarit, bah il y a plus grand chose qui reste en fait. C'est ça le problème. Donc c'est un peu facile pour l'instant, je trouve, ce qu'ils lui font faire et je vois pas trop de courbe de progression possible en fait. C'est ça qui Non. me... Bah moi, il est parti pour être mid-carder et Ouais. une solution faut, hein. possible. Oui, bah Il en après faut. il peut assez facilement, je pense, être ajouté à une tag team, enfin créer une tag team avec quelqu'un, je sais pas qui, mais non, bah, on peut l'imaginer en équipe, ça peut lui redonner un peu plus de. Peut-être, non, mais t'as raison, c'est peut-être pas un mauvais mouvement à faire. Ouais, trouver tu qui vois, après. une feud contre Heath Slater et Rhino, ça serait possible. Ouais. Trouver qui, oui, j'ai pas d'idée, j'ai pas cherché ça. On verra si vous avez des idées de tag team ou Eh de oui. feud pour Elias le Drifter, dites-nous en commentaire, mais c'est vrai que là je sèche un petit peu. Peut-être que ce sera la prochaine rivalité catastrophique du Bray Wyatt, hein, on sait pas. Hein. Peut-être Bray Wyatt et Elias en équipe, qui sait, on verra ça. Je connais les gens comme toi qui se cachent derrière leur guitare et qui font de la musique, mais en fait derrière t'es qu'un homme et moi je mange des mondes, je suis un dieu. Ok. Super. Ouais, j'ai une chanson pour les dieux. Non, bon. On va passer puisqu'il y a du très lourd qui nous attend. Hein. C'est ce qui aurait pu être le main event du soir. A priori, alors moi je suis pas au courant, mais il y avait un gros match de football américain ou quelque chose du genre ce soir-là, ou un sport quelconque, qui a fait qu'ils ont mis un gros match en milieu de show. C'est gros match. Lundi soir aux États-Unis, c'est les gros matchs de football universitaire ou je sais plus, et du coup ça bouffe pas mal d'audience à certaines heures, donc ils refont un peu la carte comme ça. C'est vrai. Et donc ce gros main event, c'est quand même John Cena, le Marine, The Champ, Johnny Big Match contre la grosse sensation du moment, donc Braun Strowman. Et c'est un match très intéressant comme affiche sur le papier. Hein. Ça peut largement main eventer des pay-per-view au point où on en est là de construction de Braun Strowman. On parle de construction, mais là c'est plutôt de la destruction, clairement. Et le fait est que John Cena, il voit pas vraiment le jour.
Braun Strowman le détruit à l'extérieur du ring, à l'intérieur du ring. John Cena essaye plusieurs fois de passer des attitude adjustment, ça ne marche pas, ça n'a pas d'effet. Il se fait même écraser sous Braun Strowman. Sous le poids du géant, c'était assez spectaculaire, hein, mais ça ne réussit pas à faire le tomber. On sent que Braun quand même a affaire à un très fort catcheur en face, donc il essaye tout ce qu'il peut, il le power slam, il va chercher à l'extérieur du ring, il détruit John Cena sur l'escalier. Bon, je décris rapidement le match, hein, mais globalement Strowman prend largement le dessus. Cena n'a pas passé grand chose, il a même pas réussi à passer son five knuckle shuffle, donc il est un peu aux abois. Heureusement, si on peut dire, Braun commet une erreur, petite erreur de débutant, hein, puisqu'il va démantibuler l'escalier en métal pour le mettre au milieu du ring et placer un énorme power slam sur John Cena. Et ça, a priori, c'est une disqualification, c'est interdit, l'arbitre signe la fin du match. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a rien qui nous le confirme, personne ne parle au micro, personne ne dit qu'il y a... Ouais, non, il n'y a rien. En fait, je pense qu'il y a une confusion, c'est que donc c'est clair que oui, c'est une disqualification parce que tu ne peux pas dans un match classique utiliser des accessoires du ring comme une arme. Donc là, effectivement, tu ne peux pas faire utiliser l'escalier. Sauf qu'en fait, juste avant ça, ils étaient à l'extérieur. John Cena court pour aller taper Braun Strowman, et Braun Strowman a déjà la part d'escalier dans le ring, dans les mains, pardon, et donne un coup d'escalier à John Cena à l'extérieur. Donc la disqualification, elle aurait dû venir à ce moment-là. Donc je sais pas si c'est un botch qui sont mal compris ou peut-être. Ouais. Mais normalement la disqualification aurait dû venir à ce moment-là parce l'arbitre le voyait, hein, c'était clair. Oui. Mais non, il a fallu que d'abord on place l'escalier au milieu du ring, power slam de John Cena contre l'escalier pour que l'arbitre finalement fasse son boulot, à savoir signifier la disqualification de Braun Strowman et victoire de John Cena. Mais comme tu l'as dit, il était match un peu à sens unique, quoi. C'était assez impressionnant de voir John Cena aussi malmené dans un match qu'il gagne. Au final, le résultat, c'est qu'il gagne, mais il s'en sort bien. Il y a quand même eu le moment où il finit quand même par placer son attitude d'agissement de John Cena et Braun Strowman qui roule à l'extérieur du ring pour pas se prendre le tombé. Donc on peut se dire qu'à un moment donné, John Cena n'était pas si loin que ça de la victoire, hein, parce que s'il avait pu faire le tomber sur Braun Strowman à ce moment-là, il aurait pu gagner. Mais c'est vrai que tout du long, c'était un match à sens unique. Alors après, c'est le premier affrontement entre les deux, je crois. Clairement, ils en gardent sous la pédale pour peut-être un rematch aux clés d'une rivalité ou d'un pay-per-view, comme tu le disais. Donc pourquoi pas. Puis en ce moment, c'est effectivement Braun Strowman qui va rencontrer Brock Lesnar. Donc on pouvait difficilement finalement dans ce match-là donner un vainqueur clean. Parce que soit tu fais gagner Cena et du coup ça diminue vachement Strowman par rapport à son match de championnat contre Lesnar, soit tu fais perdre Cena et tu fais gagner Strowman. Et c'est compliqué par rapport à la Cena-Reigns. Donc du coup la disqualification est le truc le plus logique, et c'est jamais John Cena qui a perdu par disqualification. Donc Braun qui perd par disqualification, c'est le plus logique, je dirais même cohérent par rapport au booking actuel. Ouais, non, ils ont fait un bon choix. Moi, je trouve, effectivement, il fallait pas en donner trop dans ce match. Ça aurait pu, moi je trouve, ça aurait été peut-être un trop gros coup de tonnerre effectivement de faire gagner Strowman, mais ça aurait encore plus fait peur à Lesnar, et ça aurait donné un peu de crédit à Roman Reigns qui aurait pu dire mais moi Strowman, je l'ai battu 1 ou 2 fois là cette justement, c'est pour ça qu'on peut pas se permettre non plus une victoire clean de Strowman sur Cena, parce que ça met trop de différence. Et c'est ça. Ouais. Bien, en tout cas c'était violent, et Strowman est vraiment sur une très grande pente ascendante. Moi je continue de dire ce que j'ai dit la semaine dernière avec Ringside. Ce qui me dérange un peu, c'est cet alignement très axé heel avec une femme, donc c'est un peu bancal, mais bon, pour le moment en tout cas il marche du tonnerre. On enchaîne après ce main event, si l'on peut dire, puisqu'il y a encore du beau monde à venir. Il y a notamment le Miz accompagné de Maryse et du Mr. Rage qui vont nous donner un petit épisode de Miz TV, mais alors là c'est un épisode historique. C'est un épisode mémorable. C'est un épisode qui va marquer l'histoire de la carrière du Miz, puisqu'avant même de commencer et d'introduire leur invité, qui est, on nous l'avait déjà expliqué un peu plus tôt, Enzo Amore, le Miz et Maryse ont une annonce à nous faire. Une annonce très belle,
très touchante et très émouvante, que le Miz n'arrive même pas à annoncer tellement il est ému, donc il laisse faire Maryse, qui elle ne met pas du tout de roulement de tambour ou autre. Elle le dit, ils vont avoir un bébé. Donc là voilà, on sort du registre catchesque, on est vraiment dans la vraie vie. Le Miz et Maryse, qui sont ensemble depuis, je sais pas, peut-être 10 ans, peut-être pas tant que ça, mais presque, vont avoir un enfant ensemble. Et le Miz en profite pour dire à Maryse qu'il ne fera pas comme Kurt Angle, il n'abandonnera pas son fils. Donc, jolie transition avec l'actualité très propre au Miz. Moi, ça m'a bien fait rigoler. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Et le Miz a prévu un petit discours sur la paternité, sur tout ce qui va arriver pour lui. Il a son petit papier, mais il commence même pas, puisqu'il est interrompu par l'invité du soir qui devait se dire, attendez, quand est-ce que j'arrive moi? C'est Enzo Amore qui effectivement, lui, il arrive, il demande pas la permission, et justement ça plaît pas au Miz. Alors Enzo Amore il dit bon, c'est un peu mon défaut d'ouvrir un peu trop ma gueule. Alors le Miz, oui, il confirme, et c'est même clairement ton défaut, et le Miz il est vraiment très énervé. Il dit à Enzo Amore qu'il le reconnaît, il y a du talent dans ce petit gars, il y a de quoi faire, sauf que Enzo Amore il n'arrête pas de faire que des mauvais choix. Il avait Big Cass, c'était une équipe très populaire, ils étaient copains avec John Cena, ils étaient au sommet, et maintenant il est plus rien. Il a fait que des mauvais choix, il intervient toujours au mauvais moment, il se frite avec tout le monde, et c'est pour ça qu'Enzo Amore aujourd'hui est exclu des vestiaires, se fait exclure des bus, est détesté par tous les catcheurs du vestiaire, tout le roster, et le Miz il connaît ça. Il l'a vécu ça, et pourtant il a réussi à surpasser ça parce qu'il a été plus fort que ça. Mais là, dans Enzo Amore, il ne voit rien, le Miz, rien qui puisse surpasser ça. On l'a foutu à 205 Live parce qu'on savait pas où le foutre. On savait pas où le foutre, mais par rapport au gars de 205, évidemment Enzo Amore il est rien du tout, surtout par rapport au King Neville qui tient sa division à bout de bras, qui se bat et qui tous les jours se donne pour ça. Enzo Amore il est rien. Donc là, une promo où le Miz a complètement éclaté Enzo Amore, mais on sait que le petit Rocket a quand même du répondant au micro, donc il essaye de répondre. Lui, il est le realest guy, donc il est le vrai gars, il est vraiment original, alors que le Miz, lui, il n'arrête pas de copier, qu'il a copié Chris Jericho, qu'il a copié Ric Flair, enfin que le Miz n'a rien d'authentique, il est surtout un champion en papier, et que donc Enzo Amore, a priori, à no merci, il affronte Neville pour le titre Cruiserweight, mais qui peut très bien affronter le Miz pour son titre intercontinental. Alors l'insulte champion de papier, ça lui plaît pas trop au Miz. Il est très en colère, il est vraiment pas content, il est très en colère, et ben du coup, ça nous book un match. Le Miz contre Enzo Amore ce soir même. Alors pas pour le championnat non plus. Pas déconner, c'est un match qui est très court, qui a ceci d'original que les deux aiment tellement parler qu'ils vont parler pendant leur match. Donc le match a commencé depuis à peine 1 minute que Enzo Amore prend le micro pour se foutre un peu de la gueule du Miz en lui disant des petits "How you doing?". Le Miz défonce la gueule d'Enzo Amore, il lui tape violemment la tête plusieurs fois contre le bord du ring en lui disant allez, toujours avec le micro, il dit allez, une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Et il dit à Enzo, alors Enzo, how you doing? Comment ça va? Sauf qu'à force c'est pas très stratégique de parler tout en catchant. Le Miz, il oublie un peu où il est, il finit par se mettre sur la 3e corde, mais Enzo Amore lui fait tomber sur les parties génitales. Au passage, il récupère le micro. Alors je sais plus s'ils s'alternent le même micro ou s'ils ont chacun le leur. Je crois qu'il y a qu'un seul micro en jeu. Je crois que c'est le seul, ouais. C'est le seul. Et Enzo, lui, il dit, how you doing, ok. Mais moi, ce que je demande, c'est à Maryse, mais de qui est l'enfant de Maryse? Donc ça plaît pas du tout au Miz, qui un peu, qui est mis en doute dans sa virilité et dans la fidélité de sa femme. Donc il pète les plombs. Là, c'était la phrase de trop. Enzo Amore se fait défoncer la gueule pendant que la foule scande "Who's the daddy?", donc qui est le père. Et le Mistourage aussi tabasse Enzo Amore, et tout le monde tabasse Enzo Amore. Il prend le finisher de Miz, le Skull Crusher Finale. Le match est très vite arrêté, disqualification. Bon, Maryse n'est pas venue donner un petit coup de talon, elle a pas osé, mais je pense que là, quasiment tout le stade était prêt à donner un coup de pied sur la gueule à Enzo Amore. Et on finit comme ça.
Ouais, on finit comme ça et on finit quand même au passage en coulisses avec Enzo Amore qui s'en va tout piteusement au vestiaire, hein, complètement détruit, et il croise Neville qui ne fait rien d'autre que rire grassement en se foutant de sa gueule. Donc Enzo Amore, c'est une sale soirée pour lui. Bon, on sait qu'il en a connu beaucoup d'autres, hein, notamment du temps de Rousseff ou autre, mais là il a mangé cher. Qu'est-ce que t'en as pensé, l'ami amiral? Excellente promo encore une fois du Miz, hein, c'est juste semaine après semaine, et il nous régale le Mizou. Là, c'était bien trouvé parce que effectivement, comme tu l'as dit, lui-même avait été à son début conspué dans les vestiaires, et ce qui est le cas d'Enzo. Et là encore, hein, c'est comme le test de substance illicite que Roman Reigns a raté. Là, ce qui relate le fait que Enzo se fait virer des vestiaires et des bus de tournée, c'est vrai, hein, c'est des vraies histoires qui semblent arriver entre les employés de WWE. Donc là encore, on brise ce fameux quatrième mur, et c'est une chose sur laquelle le Miz est pro maintenant et spécialiste, comme bâcher les general managers, effectivement. Donc non, moi je trouve ça très bien, l'annonce du gamin, tout ça. Peut-être qu'un jour on aura un match dans 20 ans, le fils de Miz et Maryse contre le fils de John Cena et Nikki Bella. Mon Dieu, quelle construction de fou. John Cena et Nikki Bella, il y en a un en cours? Non. Non, c'est celui Daniel Bryan et Brie, par contre. Ah, bah voilà, ça, oui, carrément, t'as raison, celui-là. Moi, je veux voir ce machin. Ou une triple free, allons-y. Bref, excellente promo du Miz. Le match, on s'en fout un petit peu. Effectivement, ce truc rigolo, c'est qu'il prenait le micro. La seule chose qu'intéressante a pu dire Enzo, c'est effectivement la seule chose qu'il doit te demander, Miz, c'est pas comment je vais, mais c'est qui le perd. Ça, voilà, c'était effectivement du trash talk, mais qui était bien mérité. Moi, ce que je trouve quand même bizarre et un peu dommage, finalement, c'est qu'il aurait fallu que Enzo se fasse virer, que l'équipe soft se sépare, que Enzo se fasse virer du main roster pour aller à 205 Live chez les Cruiserweights, pour qu'il ait enfin un ersatz de rivalité qui ait du sens. D'ailleurs, pourquoi on le met en face du Miz? Il est Cruiserweights maintenant, il est 205 Live. Je veux dire, il n'y a pas normalement de porosité entre ces rosters-là, parce que ça viendrait trop le bordel. C'est pas que je trouve ça dommage, mais c'est l'état des choses. Oui. Donc plutôt que d'utiliser la popularité d'Enzo, qui était d'abord main roster, pour l'amener et les faire glorifier et mettre en avant les Cruiserweights et leur donner un peu de star power, eh ben du coup, bah non, Enzo, on le fait avoir un segment qui est bien avec le Miz, donc de main roster. Je comprends pas ça. Ça, c'est un truc qui me dérange profondément. D'ailleurs, ce soir, on n'a eu aucun match Cruiserweights. C'est vrai, c'est la première fois depuis très longtemps, je pense. On n'a eu aucun segment Cruiserweights, et ce seul truc qu'on a eu, c'était avec Enzo, et donc effectivement Neville à la fin. Donc je trouve ça dommage, occasion manquée, ils auraient dû capitaliser sur Enzo dans les Cruisers pour en faire quelque chose. Et là finalement, Enzo interagit avec des gens du main roster. Donc voilà, le segment était pas dégueulasse, hein, grâce aux Miz principalement. Mais voilà, ça c'est le truc qui me dérange dans tout ça. T'as raison, j'y avais pas pensé, c'est peut-être... Oui, Enzo du coup doit être un des seuls gars officiellement 205 à avoir eu un match officiel là en weekly contre un gars qui est du roster principal, mais en même temps intercontinental. Ouais. Pas n'importe quel gars en plus, donc ouais, là il d'Euro, donc je sais pas. Ça marchait bien la promo, mais ça c'est le truc en termes de booking qui me fait genre. Ouais, on dirait limite que la popularité d'Enzo Amore est trop grosse pour les Cruiserweights, quoi. Après, on va voir comment ils vont gérer ça. Merde. La popularité vis-à-vis du public, hein, pas vis-à-vis. Oui, bien sûr, j'ai compris. Donc ouais, non, je pense qu'il faut qu'ils se reprennent et que ça soit le coup d'un soir. Ok, mais il faut pas que ça devienne une habitude. Sinon, ça va vraiment enterrer, je pense, plus que leur faire du bien à la division Cruiserweight. Ouais. C'est sûr. C'est un peu ce qu'a dit le Miz aussi, qu'il n'était pas grand-chose comparé aux autres. Ouais. Bien, écoute, on va passer là-dessus et on va aller directement sur le main event. Donc ce main event dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, hein, qui est pas spécialement l'affiche la plus grosse sur le papier du show, mais qui était quand même celle où il y a eu le plus de monde sur le ring, puisqu'ils étaient 8, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Donc d'un côté, Sheamus et Cesaro avec Gallows et Anderson, qui auraient dû être leurs adversaires du soir. Et en face, Dean Ambrose et Seth Rollins, les nouveaux champions par équipe, contre les Hardy Boys, les anciens 6, 7, je sais plus combien de fois par équipe. 7 fois, je crois, non? Champions.
Ouais, Bon, je sais pas. Donc c'est un match, bon, très souvent les matchs quand ils sont 8, c'est un peu le bordel et puis bon, il n'y a pas énormément d'enjeux, mais c'est assez plaisant, il y a beaucoup d'enchaînements. D'abord on a Jeff Hardy et Matt Hardy qui commencent plutôt contre l'équipe Cesaro, donc Cesaro et Sheamus. Jeff Hardy fait un super Poetry in Motion hors du ring sur les Européens. Mais malheureusement pour eux, il y a une page de pub et on sait bien à la WWE que quand on reprend la pub, c'est toujours les méchants qui ont pris l'avantage. Oui, oui. Et ce coup-ci, eh bien, on va avoir une très longue séquence de Dean Ambrose en face en péril qui va prendre des coups dans la gueule de la part du club. Il prend un très gros coup de pied de la part de Luke Gallows qui le fait tomber hors du ring. Il est même compté hors du ring presque jusqu'à 10 avant d'être remonté par Luke Gallows. Il se fait attaquer par Sheamus. Il est longtemps pris au sol par Cesaro. On a un moment assez bizarre où Cesaro se met sur la 3e corde mais manque de se casser la gueule pour faire une prise à 2 avec Sheamus, prise à 2 qui est enchaînée par un tombé qui est censé être cassé par Matt Hardy mais qui lui-même Matt Hardy a failli se casser la gueule entre les cordes. Il s'est cassé la gueule, hein. Il s'est cassé la gueule dans les cordes. Enfin, il s'est pris le pied dans les cordes. Truc de fou. Donc il aurait dû rêver avant le compte de 3 de l'arbitre. Mais l'arbitre doit taper 3, Matt Hardy toujours pas là, donc l'arbitre qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il arrête de compter. Voilà. Non, on a alors très dur moment de silence. Oh là là. Ce à quoi les commentateurs américains ont dit ah oui il a un arbitre, il était en train de faire le tomber mais il a vu Matt Hardy arriver dans l'angle, ça l'a distrait. C'est une nouvelle règle. Ouais, quand tu vois un mec qui arrive, t'arrêtes de tomber. Ouais, c'est. Bah là, ça va être compliqué les matchs maintenant. Ouais, donc bon, c'est pas la première fois que Matt Hardy fait des petits botches ces derniers temps. On se souvient à la fois. Et celui-ci, il est gros. Ouais, celui-ci, il est un peu. Bochamania, hein. Il y a Bochamania écrit partout. Hein. Il est vraiment très bizarre. Bref, bon, bah, le match continue quand même. Hein. Matt Hardy lui-même se fait jeter hors du ring. Ambrose, il fait ce qu'il peut, il est encore tout seul. Il est quasiment coincé dans le Magic Killer, mais il arrive à s'en échapper. Il nous fait son coup classique d'être projeté dans les cordes et il revient avec Closest Line. Et il finit par taguer Rollins, que ça fait 15 minutes qu'on n'avait pas vu. Et Rollins, lui, c'est là le face, le hot tag, hein, le face en héros, Suicide Dive sur Gallows. Il attaque Anderson. Gallows essaye de revenir, mais il encaisse 2 Twist of Fate, un de Matt Hardy et un de Jeff. Et Sheamus et Cesaro décident qu'il s'en est trop, c'en est assez, on n'a rien à faire là-dedans. The Bar, comme il s'appelle, même si j'aime pas trop ce nom, s'en vont. Hein, il laisse tomber le game. Au revoir, il s'enfuit. Alors les Hardys, ils sont bien déçus. Du coup, il n'y a plus que Karl Anderson au milieu du ring. Alors là, il prend Kingslayer et Dirty Deeds. 1, 2, 3. Ce coup-ci, un vrai beau tombé. Fin du game. Les gentils ont gagné et les méchants, même entre eux, ne peuvent plus se faire confiance. Alors vers quoi on va? Où va le monde? Qu'est-ce que tu as pensé de cette fin avec ce botch de Matt Hardy assez cocasse? Le botch est énorme. Et sur le match, le match, c'était sympa. Ça y rien, ça casse pas, même, ça fait pas une clé de bras à un canard. Mais joli, il y a les canards, une clé d'aile, un canard. Ouais, une clé d'air, une clé de patte, quoi que tu veuilles. Non, ça marchait bien dans le ring, du classique, que Cesaro et Sheamus se cassent à la fin, pourquoi pas. Ça renforce ce côté heel. C'était un peu un match sans conséquence, quoi, hein, tout ça. Je sais pas très bien quoi en penser. Ça apporte pas grand chose à l'histoire. C'était pas mauvais, c'était bon, hein, mais c'est rien de sans sas. Si ce n'est que ce que je vais dire un peu marquant, c'est que vraiment je n'aime toujours pas le nouveau finisher, le Kingslayer là de Seth Rollins, ça ne marche pas. Alors autant en équipe ça marche quand ils le font comme ils l'ont fait ce soir, il fait son Kingslayer et le mec est repris directement par Dean Ambrose pour un Dirty Deed, ça fait un enchaînement qui est pas mal. Mais putain, c'est pas un finisher ce truc, quoi. Donc faut vraiment qu'il se trouve un truc. Parce que quand il va revenir en solo, cette Rollins, ça va être compliqué avec juste ça. Donc voilà, assez sans conséquence et un ending. Voilà, on sent bien que ça aurait pu être le Braun Strowman Cena, le vrai main event en termes d'implication sur un power. Ouais. Mais voilà. Ça donne l'impression que la division est très
Bah, c'est un peu comme chez les filles, là, ils sont 4 équipes et ils sont tous à peu près au même niveau. Et ça fait remonter Karl Anderson et Luke Gallows assez haut. Hein. Ils étaient beaucoup plus bas quand même ces derniers mois. Ils sont pas très hauts, ils se prennent que des. Enfin, ils se font piller par tout le monde. Ils se font piller par tout le monde. Ils se font piller par Rencina, ils se font piller par les. Contre les Hardys en solo, je crois qu'ils ont perdu il y a pas si longtemps que ça. Là, ils prennent le tombé, donc. Ils sont là parce qu'il faut une équipe de heal, quoi. Ouais, mais en même temps, comme il y a Sheamus et Cesaro qui les ont trahis, c'est un peu, on sait plus trop qui est légitime en challenger. Tout le monde peut arriver en une construction de 2-3 semaines à être au niveau. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Bien, bah écoute, on a fini pour ce Raw du 11 septembre. Comme toujours à la fin, un petit mot de la fin. L'ami Amiral, je te laisse commencer pour donner ton top, ton flop et ta note. Mon flop, ça va être Bray Wyatt contre Goldust. Au secours. Même si on veut toujours voir Bray Wyatt plus haut que dans la carte où les rivalités qu'il a, là c'est dramatique. Donc plus jamais, s'il vous plaît, qu'on n'ait pas un Bray Wyatt R-Truth la semaine prochaine. Pitié. Mon top, ça va être l'arrivée d'Asuka, hein, l'annonce d'arrivée d'Asuka. Voilà, j'aurais bien mis au Miz, mais c'est assez régulier. Là, voilà, l'annonce d'arrivée d'Asuka qui va un peu remettre du peps et surtout du stiff dans cette division féminine qu'on a besoin, donc ça c'est cool. Et ma note, un gentil 3. C'était très moyen, mais il y avait quand même 2-3 matchs et segments qui étaient quand même de bonne facture, donc voilà, on va pas bouder notre plaisir. Très bien, écoute, moi pour le top, je vais quand même le donner au Miz, même s'il l'a très souvent. En plus, petit cadeau aux Miz et Maryse, puisqu'ils vont donc avoir un enfant, ils pourront lui dire, puisque peut-être que Maryse nous écoute, hein, on sait bien qu'elle est francophone et que le Miz du coup est francophile, hein, c'est pas une perversion sexuelle, c'est un langage, donc ils pourront offrir à leur enfant ce top de catch-up. Et le flop... Ouais. J'ai un peu de mal à discerner quelque chose de vraiment très mauvais dans ce Raw qui était assez moyen globalement. J'avoue, c'est pas vraiment un flop en soi, mais j'ai une grosse incompréhension sur la tactique de Paul Heyman qui fait exactement le même coup 2 ou 3 fois de suite. Et ouais, là on dirait qu'ils sont un peu perdus contre Braun Strowman puisque ça fait 2 ou 3 fois que de manière tout à fait clean face à face. Le champion se fait détruire, donc c'était peut-être un peu trop répétitif ce coup-ci. Et au niveau de la note, je vais mettre 3 aussi. C'est pas un mauvais Raw. Enfin, il n'y a pas eu de segment vraiment lamentable à part peut-être ce très rapide match de Bray Wyatt. Il n'y a rien qui a plombé la soirée. Il y a eu quelques beaux enchaînements. Bon, c'était un Raw divertissant, ma foi. Et bien voilà, nous en avons fini là-dessus, donc merci à tous et à toutes, puisque vous êtes tous très nombreux forcément, en tout cas je suis sûr que cet épisode-là va exploser les ratings. Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés peut-être pour certains, puisque vous pouvez toujours nous suivre, c'est l'heure de la promo sur YouTube, sur Catch-Up CDC, sur PodCloud, sur iTunes, je n'en oublie pas je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc partout où vous pouvez nous écouter, nous voir, n'hésitez pas, sur Facebook aussi, Catch-Up CDC, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On va essayer d'interagir plus avec vous, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous dire ce que vous pensez des choses, ce que vous pensez de nous. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de l'Amiral Armbar, de Raphaël, de Ringside, de Hank, de IRM et de Giscal, de tout le monde. Et on pourra donc communiquer, répondre, s'interroger, envisager, prévoir, prédire, fantasmer, etc., etc. Mais bon, on va en rester là pour cette soirée, pour cet épisode. Amiral, merci à toi d'avoir été à mes côtés. Je t'en prie, un plaisir. Plaisir partagé. Et à tous nos auditeurs, n'hésitez pas aussi à écouter tout ce qui va arriver. Donc il va y avoir forcément dans la foulée le supplément SmackDown, et puis un nouveau catch-up la semaine prochaine, et puis des analyses des pay-per-view, etc., etc. Donc restez connectés. Et puis on vous dit à tous merci de votre écoute, et à bientôt pour encore plus de catch. Salut. Ciao.